Dans cette deuxième vidéo de la première séance du cours, nous allons établir les équations du problème d'interaction fluide-structure. Dans la mesure où il s'agit de coupler deux domaines que vous avez déjà étudiés auparavant, nous ferons essentiellement des rappels rapides des équations dans chaque domaine. Les notions qui seront développées dans cette vidéo se retrouvent ainsi dans vos cours de mécanique des solides, dans vos cours de mécanique des fluides, mais aussi, puisque nous aborderons très souvent des problèmes de dynamique de structure couplée, dans vos cours de vibration de structure. C'est parti pour un rapide résumé, accrochez vos ceintures. Voici tout d'abord quelques conventions et notations qui seront utilisées tout au long de ce cours. On considère un solide défini par le domaine ωs plongé dans un fluide défini par le domaine ωf. On note dω la frontière entre les deux domaines. La normale n à cette interface est par convention toujours dirigée du solide vers le fluide. Dans la configuration initiale de référence, les quantités sont indicées par 0. On note cet indice lorsque l'on se réfère à la configuration actuelle. L'espace et le temps sont notés x et t majuscules. Dans l'ensemble du cours, nous utiliserons des lettres majuscules pour les quantités dimensionnées, tandis que leur équivalent en minuscules sera utilisé pour toutes les quantités sans dimension. Intéressons-nous tout d'abord aux solides. Pour simplifier la présentation, nous nous contentons ici de rappeler les équations qui décrivent un solide tridimensionnel dans le cadre de l'élasticité linéaire isotrope. Le matériau est décrit par trois paramètres, les coefficients de Lamé, lambda et mu, et la masse volumique ρs. Le solide se déformant, sa frontière passe de dω0 dans la configuration de référence à dω dans la configuration actuelle. Et la normale à cette interface suit cette transformation. Les variables de champ sont le vecteur déplacement xi, ici en majuscule car il s'agit d'une quantité dimensionnée, en mètres, et le tenseur des contraintes sigma, là encore en majuscule, puisqu'il s'exprime en pascal. L'équation fondamentale gouvernant la dynamique d'une particule élémentaire du solide s'écrit ainsi. Le premier terme est l'accélération de cette particule. Le deuxième terme est une force volumique ici due à la gravité. Et le dernier terme provient des contraintes internes dans le matériau. À cette équation d'équilibre, il faut adjoindre une relation de comportement qui lie la contrainte dans le matériau à sa déformation. Dans le cadre de l'élasticité linéaire isotrope, le tenseur des contraintes dépend du tenseur de déformation qui lui-même s'exprime en fonction du champ de déplacement dans l'hypothèse des petites déformations. En introduisant l'expression de epsilon dans l'expression de sigma, puis en faisant de même pour sigma dans l'équation d'équilibre, on obtient l'équation de Navier qui décrit la dynamique d'un solide élastique tridimensionnel sous l'hypothèse des petites déformations. Il faut finalement adjoindre à cette équation des conditions aux limites qui vont dépendre des contraintes ou déplacements imposés à l'interface du solide. Je tiens à souligner que dans ce cours, nous n'utiliserons jamais cette équation. Nous utiliserons plutôt des versions simplifiées selon les géométries, voire une description modale du solide. C'est ce que nous allons à présent aborder. Remarquons tout d'abord que dans l'équation de Navier, trois catégories de termes principaux peuvent être mises en évidence. Il y a d'abord le terme d'inertie, puis deux termes proportionnels au déplacement, qui sont des termes de raideur, et enfin une force volumique externe. Mettons cette équation sous une forme générique qui fait apparaître un opérateur de masse, un opérateur de raideur et un forçage externe. Cette forme n'est pas propre à l'équation de Navier, on la retrouve dans les équations de poutres, de cordes, de plaques, de membranes et bien d'autres équations simplifiées décrivant la dynamique de solides aux géométries spécifiques. Sans perdre en généralité, réécrivons cette équation générique pour un champ scalaire. Nous savons que la résolution du problème libre, soit pour f égale 0, peut se faire en cherchant des solutions sous une forme à variables séparées où la dépendance en temps est harmonique. L'introduction de cette solution dans l'équation dynamique donne alors un problème appelé problème de Sturmioville,
pour lequel il existe une infinité de solutions sous forme de couples de fonctions propres φn de x et de pulsations propres ωn. Voici quelques exemples. Après avoir défini un produit scalaire entre deux fonctions définies sur le problème solide comme étant l'intégrale sur le domaine du produit de ces deux fonctions, on montre que les fonctions propres, aussi appelées modes propres, sont orthogonaux vis-à-vis des opérateurs de raideur et de masse. Par suite, on exprime la solution du problème comme une somme de modes propres, les coefficients de la décomposition étant notés Q et dépendant du temps. La projection de l'équation d'équilibre sur un mode propre I donne alors une équation d'oscillateur forcé où la masse et la raideur sont respectivement la masse et la raideur modale du mode considéré, et la force modale est la projection de la force sur ce mode. Le plus souvent, dans ce cours, nous décrirons la dynamique du solide selon ces modes propres, qui seront supposés connus a priori. Étudions à présent les équations dans le fluide. Le domaine est noté ωf. Le fluide s'y trouvant est paramétré par une masse volumique de référence ρf0, une pression de référence P0, une vitesse de référence U0, qui est généralement la vitesse de l'écoulement à l'infini, et les coefficients de Lamé du fluide. Les variables de champ sont le champ de vitesse, le champ de pression et le champ de masse volumique. Pour décrire la dynamique du fluide, nous utiliserons trois équations. La conservation de la masse, la conservation de la quantité de mouvement et une loi d'état. La conservation de la masse lie la variation de masse volumique du fluide au sein d'un volume de contrôle infinitésimal au flux de matière à travers la frontière de ce volume de contrôle infinitésimal. Pour écrire l'équation de conservation de la quantité de mouvement, nous écrivons une équation de bilan quasiment identique à celle que nous avons introduite pour le solide. La seule différence vient de la présence d'une dérivée particulière au lieu d'une dérivée partielle dans le terme d'inertie. Cela est dû au fait que nous utilisons une description eulérienne pour le fluide attachée à un volume de contrôle, alors qu'une description lagrangienne est utilisée pour le solide attachée à la matière du milieu. Ce qui va alors distinguer le fluide est alors sa loi de comportement. Pour un fluide newtonien classique, le tenseur des contraintes dépend du champ de pression et de vitesse. Deux termes visqueux apparaissent. L'un est lié au tenseur taux de déformation, l'autre à la dilatation du fluide au travers de la divergence de la vitesse. En introduisant l'expression de D dans l'expression du tenseur des contraintes, puis l'expression de ce tenseur dans l'équation d'équilibre, on obtient l'équation de conservation de la quantité de mouvement. On remarquera ici que la dérivée particulière a été développée. Il faut noter que nous n'avons pas fait d'hypothèse d'incompressibilité du fluide jusqu'ici. Les deux équations de bilan ne suffisent pas à fermer le problème. Pour ce faire, nous introduisons la loi la plus simple possible permettant de lier la variation de pression à la variation de masse volumique. Il s'agit d'une relation de proportionnalité dont nous notons le coefficient de proportionnalité C². Voici finalement le bilan des équations dans le fluide. La conservation de la masse, la conservation de la quantité de mouvement et la loi d'état. On adjoint à ces équations des conditions et limites, comme une vitesse nulle sur les parois immobiles, ou des vitesses ou pressions imposées à l'entrée et à la sortie des écoulements ouverts. On appelle cet ensemble d'équations les équations de Navier-Stokes. Il s'agit ici d'un abus de langage car en pratique elles doivent être complétées par une équation de bilan d'énergie pour mériter ce nom. Revenons à présent au problème couplant le fluide et le solide. Dans chacun des deux domaines, les équations que nous venons de présenter restent valables. Ainsi, dans le solide, nous avons toujours affaire aux équations de Navier, ou aux équations spécifiques tenant compte des spécificités du problème. Et la plupart du temps, nous nous contenterons d'une description modale du solide. Dans le fluide, nous aurons toujours affaire aux équations de Navier-Stokes. Finalement, ce qui va changer dans notre modélisation se situe à l'interface entre le fluide et le solide. Nous allons introduire deux conditions à cette interface.
La première consiste à égaliser la vitesse du fluide et la vitesse du solide. Cette condition est nommée condition cinématique. La seconde consiste à égaliser les contraintes à l'interface. Il s'agit de la condition dynamique. La condition cinématique s'écrit ainsi U égale dxi sur dt. Quant à la condition dynamique, elle consiste à égaliser sigma scalaire n à l'interface. Écrivons à présent ces conditions dans le cadre d'une description de la dynamique du solide sur ses modes propres. Pour écrire la vitesse du solide intervenant dans la condition cinématique, il suffit de sommer sur l'ensemble des contributions modales. Notez le point sur les déplacements modaux qui consiste en une dérivée par rapport au temps, soit une vitesse. Enfin, la condition dynamique écrite dans la base modale consiste à calculer la contribution de la contrainte fluide à la force modale de chaque mode, ce qui revient à projeter la contrainte fluide à l'interface sur le mode considéré. Nous avons à présent détaillé l'ensemble des équations permettant de décrire un problème d'interaction fluide-structure. Nous avons ainsi vu les équations dans le solide, dans le fluide, et les deux conditions à l'interface, la condition cinématique et la condition dynamique. Nous avons affaire à un problème très complexe liant deux jeux d'équations sur une interface a priori mobile. La prochaine vidéo sera une première étape vers la simplification et la classification des problèmes rencontrés. Nous traiterons de l'analyse dimensionnelle des équations.